s'organise des ralliements à Emmanuel Macron qui consistent à me planter un couteau dans le dos. Je parle de cela, c'est-à-dire me planter des couteaux dans le dos. On m'annoncerait même la semaine prochaine une mise à mort avec le ralliement de Manuel Valls à la candidature d'Emmanuel Macron. Hollande, Macron, le Parti socialiste ont réclamé mon retrait et donc celui de la disparition de la droite et du centre de l'élection présidentielle. La seule façon de sauver la gauche, c'est de tuer Fillon. La mise à mort, tuer Fillon, on appelle ça filer la métaphore, et à force d'assassinat, on se demande bien qui va rester à la fin. Pour reprendre une formule d'usage, Franck Tapiro, un candidat devrait-il dire ça, ne devrait-il pas dire ça, justement, toute cette rhétorique un peu morbide? En général, quand on dit ça, déjà, c'est pour se différencier des autres. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette rhétorique, cette sémantique très guerrière, très meurtrière, est généralisée, tout le monde ne parle que de ça. Donc ce n'est évidemment pas productif, mais surtout, au final, un scrutin, c'est une élimination. Il y en a déjà une entre le premier et le second tour. Au second tour, il y a 2 candidats. Donc on est dans le mode de l'élimination. Donc de pas d'élimination d'un candidat ou d'un adversaire à un assassinat, c'est too much. Je pense qu'en fait les Français passent complètement à côté de ça. Je pense qu'ils passent pas à côté de la gravité des affaires, mais de là à transformer tout ça en un assassinat, ou suicide ou assassinat. On a eu les deux. Suicide d'abord et assassinat ensuite. Je trouve ça totalement ridicule en fait dans cette campagne. Et encore une fois, on passe à côté des vrais problèmes. Franck, un candidat devrait dire ça, pourrait dire ça, si ça lui apporte quelque chose. Exactement. Le problème est que ça lui apporte rien. Rien. Parce que ça, cette théorie du complot, de cabinet noir, aurait un sens si permettait au candidat Fillon de récupérer à droite toute la possibilité, toute l'audience, toute la force qui devrait être la sienne. Par contre, et on voit, et les chiffres le montrent, le sondage montre qu'il est collé à ce 17, 18, 19%, et il a du mal à aller au-delà de ça, parce que la droite elle-même, l'électorat elle-même, ne comprennent pas ce type de message. C'est cette rhétorique de la mise à mort qui ne concerne, et on vient de l'entendre, pas que François Fillon, Jérôme Arnaud. Est-ce que vraiment ça ne marche pas chez les Français ? Je pense qu'il y a quand même chez les Français une certaine lassitude du poids des affaires et de la discussion et une sorte d'absence de discussion politique. Dans les médias, en tout cas dans la partie qui se généralise, et sauf si on va lire les programmes ou si on va participer au meeting. Et alors c'est des réactions personnelles, on sent que les gens sont à bout en fait, et commencent à sortir ce genre d'arguments qui sont très dangereux pour eux, c'est sûr, mais on sent aussi que leur situation personnelle ils sont à bout de nerfs. C'est ça qu'ils transmettent comme message, qui n'est pas très bon, mais en même temps je pense qu'ils sont passés à travers quelque chose qui est assez inédit pour une campagne présidentielle, avec la mise en avant d'affaires de manière aussi permanente et répétée, ce qui vraiment confisque la campagne normale. À bout de nerfs, j'aime bien cette expression, ça veut dire qu'on joue encore un peu plus sur les émotions que d'habitude? En fait, c'est exactement ça qui est totalement irresponsable. C'est que on remplace un discours et une prise de parole qui doit être autour d'un projet qui est remplacé par une émotion personnelle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait passer en premier. À une époque où on sait qu'il y a une désaffection pour la politique de plus en plus importante et on sombre dans ce type de chantage émotionnel, dans ce type de... C'est simple, quand on est acculé, on va chercher au plus profond de ce qui peut être bestial ou guerrier pour pouvoir convoquer des énergies derrière soi et pour pouvoir continuer à avancer, parce que il y a plus grand chose sur lequel s'appuyer, auquel croire. Et donc du coup, et c'est totalement irresponsable pour des responsables politiques de manier et d'aller dans ce type de champ sémantique, alors qu'on sait que ça ne fait que provoquer encore plus de désaffection pour la chose publique. Donc c'est totalement irresponsable, totalement. C'est assez paradoxal parce que on a lancé un suffrage émotionnel lors du premier débat et on a vu que les affaires étaient de loin le sujet qui provoquait le plus d'émotions auprès du public. Maintenant, provoquer le plus d'émotions auprès du public, évidemment, pourquoi ? Parce qu'ils attendent ça, parce que tout le monde ne parle que de ça. Donc il y a une sensibilisation du peuple français par rapport à cela. Maintenant, quand on leur pose des questions en fin d'émission, ils en ont quand même un peu assez. Ils aimeraient quand même qu'on les ramène vers des sujets plus fondamentaux, que sont l'emploi, que sont la position de la France dans le monde qui a été quand même sous-exploitée, on va dire, pendant ce débat. L'Europe, pareil. Et dès qu'on en parle d'emploi, d'immigration, d'institutions, les émotions ressenties par les Français sont assez hautes. Donc encore une fois, il y a une sur-émotionnalisation, si on peut appeler ça comme ça, des affaires. Il faut vite passer à autre chose et on espère que dans les jours qui viennent, il y aura d'autres marronniers, vous savez, parce que quand même ça commence à bien faire.
Et quand vous parlez d'émotion, c'est quel genre d'émotion quand ils entendent parler des affaires pendant le débat? Est-ce qu'ils ressentent de la colère? Alors il y a toutes sortes d'émotions. Vous savez, on a mesuré donc, avec des capteurs neuroscientifiques qui ont pu voir non seulement les pics émotionnels et la valence émotionnelle. Évidemment qu'il y a des types de colère, des types d'émotions comme la colère, comme la peur. Parfois, on a vu comment Marine Le Pen générait énormément de colère et de peur dès qu'elle parlait d'immigration. D'ailleurs, au total, elle n'est pas arrivée en tête de la production d'émotions sur l'immigration, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. C'est Mélenchon et Macron qui avaient des postures très pacifiées, très positives, très ouvertes, qui sont arrivés finalement avec des émotions plus positives que celles de Marine Le Pen. Donc, encore une fois, on voit que dans ce genre de débat, toutes les émotions ne sont pas égales, ne se valent pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les postures positives qui ont émergé. D'ailleurs, on le voit, Mélenchon et Macron sont les deux candidats qui ont provoqué le plus d'émotions positives dans ce débat, et donc le plus d'adhésion, à défaut de Marine Le Pen qui essayait de mettre de l'huile sur le feu, qui, on voit, décrocher, surtout à la fin du débat, ou dans sa posture présidentielle, dans sa conclusion, elle a complètement dévissé. Au profit de Macron et de Fillon, d'ailleurs, qui est très bien sorti. Parfois, c'est nous, les journalistes, c'est les médias qui cherchent à provoquer les émotions, ou quand même à utiliser les émotions pour une raison d'audimat. Excusez-moi, hein, mais ce qui se passait dans la séquence Christine Angot, François Fillon, et ça a été la recherche de la politique spectacle, sincèrement, d'un goût qui me provoque quelle perplexité sur le terrain du débat politique. Parce que là, c'était pas du débat politique. C'était chercher l'émotion pour l'audimat. Exactement. J'irais même un petit peu plus loin. J'ai l'impression que cette campagne présidentielle, ce sont les médias, en fait, qui, par les choix des sujets, par la mise en scène de débats à charge ou en tout cas très controversés, créer en fait un thème où vraiment on transportait cette campagne sur le thème des affaires, des situations de conflit, etc., qui en fait ont complètement modifié, et par le choix de ce qu'ils mettent en avant et la répétition qu'ils y mettent, en fait, influe énormément, je trouve, sur les opinions. Oui et non, en fait, parce que si on prend cet exemple de France Télévisions et de cette émission effectivement un peu contestable, dirons-nous, il y a eu des séquences, je suis complètement d'accord avec vous, travaillées. Après, la convocation du suicide de Bérégovoy, c'est pas Pujadas qui pousse Fillon à aller sur ce terrain-là, odieux et immonde. Parce qu'il faut mettre des mots sur les choses, c'est horrible de faire en plus, enfin, notamment peut-être le dernier homme politique intègre qu'on ait eu, on appelait à sa mémoire, et c'est-à-dire sa mémoire est un peu ignoble. Et même dans les meetings, on a aussi des prises de parole dans les meetings, il n'y a pas les médias, là, c'est pas des questions de journalistes, et ils vont naturellement sur ce territoire-là, mais parce que il me semble qu'on est sur une campagne assez creuse finalement, alors qu'il y a quand même des projets intéressants qui sont défendus, mais parce qu'on essaie d'aller au plus court. Je peux dire une chose, tout à fait d'accord. C'est une campagne, pour certains aspects, apparemment creuse. En réalité, ceux qui provoquent parfois l'émotion, qui recherchent l'émotion, sont ceux qui ont peur que cette campagne électorale change de nature en passant d'un clivage traditionnel droite-gauche au vrai clivage, qui sont Europe ou non-Europe, qui sont des clivages pratiques, pragmatiques. Et une politique traditionnelle a peur de ce nouveau clivage parce qu'elle veut rentrer dans la vieille logique idéologique droite-gauche. Et toutes les fois qu'on sort de là, elle perd la tête et elle veut revenir à ce terrain original sur lequel elle a ses marques. Les racines du populisme, on le voit, hein, le candidat populiste insiste sur ces émotions de peur, de colère. Pourquoi ? Parce que, et depuis toujours, le populisme essaye d'exciter, hein, alors là c'est vraiment de la manipulation émotionnelle, d'exciter là où ça fait mal, justement, parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est la colère et la peur qui créent de l'adhésion à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon. Mais là, Jean-Luc Mélenchon a vraiment basculé complètement. Il essaye d'être un peu le patriarche, d'être un peu même l'objecteur de conscience parfois de cette campagne, l'animateur émotionnel, on le voit pendant toute la durée du débat, et surtout de véhiculer pour la première fois qu'un populiste véhicule des émotions plutôt positives, d'adhésion, de paix pacifiée. Donc il laisse tout seul, il cornérise Marine Le Pen qui elle a le monopole de la haine,
de la peur, de l'excitation, de la colère. C'est assez étonnant. Mais je suis complètement d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a évité, par exemple, le thème de l'Europe? Parce que justement, c'est le problème fondamental. Entre des populistes qui veulent revenir sur eux-mêmes, la France, le protectionnisme, et d'autres qui veulent au contraire aller dans le sens d'une mondialisation tout en la réformant. Et l'Europe encore qui nous a protégés, il faut la protéger à nouveau en l'aidant à évoluer, à muter. Et c'est vraiment ces deux camps-là qui sont opposés. C'est plus des problématiques de politique intérieure, parce que ça, on arrive vraiment tous les jours sur les problèmes de l'immigration, sur les problèmes d'emploi, d'institutions et autres. Juste sur les émotions encore, j'aimerais vous soumettre encore une question sur cette escalade verbale donc et ce jeu des émotions. Est-ce que tout ça n'entraîne pas ce genre de scène? Des insultes pour François Fillon, des œufs qui volent. Je pourrais ajouter plus récemment la farine, la claque dont a été victime Manuel Valls pendant la campagne de la primaire. Emmanuel Macron au salon de l'agriculture qui a essuyé aussi des G2 ou en tout cas ses proches. Est-ce que avec le climat qu'on vient de décrire ensemble, ce sont des scènes qui risquent de se multiplier dans cette campagne et cette suite de campagne? En fait, c'est pas un climat. Quand vous avez un candidat à la plus haute fonction de l'État qui remet en cause tous les médias, la justice, plus l'Élysée, c'est-à-dire François Fillon, donc qui remet en cause clairement tous les principes de notre démocratie. Quand vous avez Manuel Valls qui respecte pas la primaire ou qui au préalable par le 49.3 fait passer des lois en force contre l'opinion, il y avait des millions de gens dans la rue quand même, il faut s'en rappeler. Quand vous n'avez plus aucun respect pour les gens qui vous élisent ou vous soutiennent ou pour le principe démocratique, il faut pas demander du respect en contrepartie. Donc on a effectivement un ras-le-bol certainement de gens qui se manifestent par des œufs et de la farine. Mais si plus personne ne respecte plus personne. Je suis vraiment pas d'accord. Non. Disons, les actes de violence, malheureusement, existent partout, indépendamment du 49.3. D'ailleurs, le 49.3 a été utilisé des dizaines de fois en France. Il fait partie de la Constitution. C'est pas vrai que c'est antidémocratique. C'est à chaque fois de gouverner, parce que le 49.3 signifie gouverner quand il y a une situation d'impasse au Parlement. À chaque fois qu'un gouvernement gouverne, il a des actes de violence contre les ministres, c'est pas de la démocratie. Malheureusement, on vit dans une situation où l'homme politique ou la femme politique doivent s'approcher des foules et ça comporte des risques, parce qu'on vit dans un contexte où la violence est malheureusement... C'est quand même un risque bien mesuré par rapport à ce que les gens subissent au quotidien. C'est un geste symbolique très fort bien de sûr, jeter un œuf sur un ancien Premier ministre, sur un futur peut-être président de la République. C'est un geste très fort symbolique. Mais par exemple, dans le 49.3, ce qui est violent, c'est que derrière Valls dit j'aurais pas dû l'utiliser, cette loi n'est pas bonne. C'est ça qui est violent et qui est aberrant. Jérôme Arnaud. Ça, c'est le discours. Mais le 49.3 en soi, c'est parfaitement cohérent avec la Constitution et la démocratie. Jérôme Arnaud. Non, ça montre que le respect des hommes politiques a baissé, ça c'est vrai. Maintenant, ce sont des cas isolés. Les lanceurs d'œufs, ils sont pas très nombreux. Ce qui m'étonne énormément, c'est que ça soit plus important que justement le débat Europe pas Europe, c'est-à-dire que ça va faire la une du 20h. Un œuf jeté sur une personne. Et pour moi, c'est certes, on doit peut-être le mentionner parce que c'est anecdotique, mais on en parle 10 fois trop et ça donne de l'espace à ces gens-là. Imagine-t-on le général de Gaulle visé par un œuf? Excusez-moi, je reprends une formule, mais après vous avez le challenge des forces de sécurité. Non, mais j'allais venir justement. Il y a un problème en fait de désamour. On le voit depuis une quinzaine d'années, 20 ans, un désamour profond de la part du grand public pour la classe politique. Mais là, c'est vraiment un manque de respect. Et là, on est passé à un autre stade. Avant, on ne les aimait pas, on disait le fameux tous pourris, le fameux ils sont là. Là, c'est pas ça. L'œuf, pour moi, il symbolise quelque chose de fondamental. Les gens ne reprochent pas forcément aux politiques d'être tous des menteurs et des voleurs. Ils leur reprochent de ne pas vivre la même chose qu'eux. Exactement. Ils leur reprochent d'être déconnectés de la réalité, de ne pas ressentir ce qu'est aujourd'hui la vie d'un Français qui travaille le matin, qui est chômeur ou pas d'ailleurs, puisqu'au final, on voit bien que les politiques sont complètement déconnectés des biorhythmes des Français. Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui ont un boulot le matin, mais qui sont obligés de dormir dans leur bagnole, parce qu'avoir un boulot aujourd'hui ne garantit pas un emploi, etc., etc. Et d'être déconnecté émotionnellement de la vie des Français, ça provoque de la colère. C'est pas seulement qu'ils ne les aiment plus. Envoyer un œuf, il faut être vraiment dans un système de
de colère et d'irrespect absolu. C'est ça qui est important, c'est que les politiciens se disent, c'est pas l'œuf en soi, c'est qu'est-ce qu'il représente derrière. Comment une personne peut lancer un œuf? Vous avez dit sur le général de Gaulle, pour moi c'était impensable. On peut lui tirer dessus. À la limite, c'est ce qui s'est passé, hein. On l'a vu au lendemain de la guerre, quand il était en face de Notre-Dame, etc., Colombey. Mais en revanche, ça c'est un acte de terrorisme. Là, c'est pire que ça. C'est l'irrespect. Jeter un œuf, on jette un œuf sur un chanteur qui chante faux, on jette un œuf sur un comédien qui joue mal. Mais là, sur un homme politique qui va être président de la République, pour moi, c'est grave. Qui jette l'œuf, Franck? Quelqu'un, une main. Et qu'il y a derrière cette main une personne, mais aussi parfois une organisation. Et combien d'œufs ont la marque C'est jeté bien écrite sur le... Là, des militants basques, en l'occurrence, en ce qui concerne François Fillon, c'était des militants basques. Effectivement, ça mérite d'être placé dans un contexte. Franck l'a très bien résumé. On jette des œufs sur un chanteur qui chante mal. Eh ben, on jette un œuf sur un homme politique qui nous représente mal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, si c'est un magnifique levier aussi pour discréditer quelqu'un avec très peu de moyens. C'est ça, absolument. C'est mieux, mieux que certains il y a des organisations qui utilisent ces œufs. Il ne faut pas être trop naïf non plus. Absolument, et vous êtes là pour nous éviter de tomber dans la naïveté. Si on en est là, c'est aussi à cause donc des affaires, justement. Parlons-en des affaires. Après avoir tant critiqué le Canard enchaîné, voilà que la droite se délecte de la lecture du livre Bienvenue, place Beauvau. C'est le nouveau livre de chevet des Républicains, cet ouvrage signé par des journalistes du Canard enchaîné. Les ténors des Républicains ont listé plusieurs points troublants, ce qui leur apparaît comme des faits délictueux, à tel point qu'ils ont décidé d'écrire au parquet national financier, au procureur de Paris, pour que la justice réagisse. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie des Républicains ? Ça tombait plutôt bien, ce bouquin, puisque depuis le démarrage, tout le monde pensait qu'il y avait un complot. C'est vrai que c'est quand même, qu'on soit de droite, de gauche, qu'on soutienne Fillon ou pas, c'est vrai que l'accumulation quand même, cette histoire avec les articles, avec le Canard enchaîné à la manœuvre, quelques temps avant les présidentielles, alors que les faits datent quand même de plusieurs années, c'est quand même énorme. On sait que c'est organisé de partout, depuis toujours. On appelle ça les boules puantes, on appelle ça le caniveau. C'est déplorable et malheureusement, quand on travaille de près avec les politiques, comme ça a été le cas pour moi, on s'attend à ça. On démine parfois avant de subir des coups, avant de subir des flèches. On essaye, voilà, comme ça, de regarder à droite, à gauche, il n'y a pas des choses terribles. Et évidemment, ça arrive de là où on ne s'attendait jamais. Et c'est vrai que là, Fillon, c'est une attaque quand même qui est assez pointue, qui tape sur son ancrage fondamental, sur la probité. Donc c'était bien joué. Maintenant, d'ailleurs, c'est vrai que ce bouquin arrive à un bon moment, parce que le bouquin, moi j'ai lu quand même quelques pages, même si d'ailleurs le journaliste a rétropédalé en disant qu'il n'y avait jamais eu de cabinet noir, il y a tout un bouquin là-dessus, donc c'est quand même assez hallucinant. Ils ont pas le terme, c'est tout. Mais bien, le terme, d'accord, mais enfin il y a quand même des faits assez troublants. D'ailleurs, pour rappeler aussi ce qui s'était passé avec François Fillon et Jean-Pierre Jouyet à l'époque de Sarkozy, on se demandait justement si toute cette histoire est vraie, s'il n'a pas fait appel à ce fameux cabinet noir. Si, il semblerait. Donc peut-être qu'il a... C'est là tout le paradoxe d'utiliser ce livre. Donc peut-être qu'il sait parfaitement qu'il y a un cabinet noir pour l'avoir peut-être aussi, ou avoir tenté de l'instrumentaliser. Donc en fait tout cela fait partie du magnifique feuilleton que Netflix aurait pu produire, puisque vraiment chaque jour il y a un rebondissement. Mais en fait, je suis assez d'accord, mais malgré tout, aujourd'hui, il y a un besoin de lutter et de faire de la pédagogie contre toutes les théories complotistes. Et le rôle d'un responsable politique, c'est ça. C'est aussi d'éduquer, de faire de la pédagogie et d'offrir l'information la plus pure. Donc la seule réaction face à ce type d'attaque, c'est la transparence. Il n'y a que ça comme réponse possible. Et pas de nouveau surenchérir avec des pseudos vrais ou pas. En tout cas, tout ça est crasseux. C'est la droite de la transparence, en l'occurrence. Non, mais sauf que ce qu'a fait Fillon, c'est honteux. Attaquer directement, sans argument. Fillon, en un mois, il a quand même lancé 7 informations pour s'en excuser dans les 2 jours après. Donc on est à nouveau sur ce rythme de post-vérité. On balance une énormité pour s'en excuser après, sauf qu'en attendant, le mal est fait. C'est pas normal. C'est un responsable politique, il n'a pas le droit de faire ça. Un responsable politique ne peut pas tomber dans la suspicion, dans le complotisme le plus basique, parce que son rôle est au contraire d'être dans la pédagogie et pas de sombrer là-dedans. Jérôme Arnaud. Oui, enfin pour moi, il n'y a rien de plus affreux que si jamais ce cabinet noir existe. Pour moi, c'est bien pire qu'une optimisation personnelle de fond. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Si jamais on est dans des polices politiques, on est dans de l'influence et on retombe dans les bas-fonds de ce qu'on ne veut pas voir en tant que citoyen. Et on a des lois qui sont un peu bizarres, c'est-à-dire que communiquer des secrets d'instruction,
c'est un délit. Par contre, on protège les sources, c'est-à-dire que si on veut remonter à comprendre pourquoi est-ce que l'information a fuité, on s'interdit de le faire. Donc on voit bien qu'on est dans une relation assez bizarre par rapport à tout ça. Et au final, comme vous le remarquez, le timing est quand même très particulier dans le cas de Fillon. Que ce soit de n'importe quel bord, je veux dire, à partir de combien de fois on a accusé médiatiquement quelqu'un avant même que la justice ait fait son chemin. Je ne serais pas surpris qu'à la fin de l'élection présidentielle, Fillon ait perdu, Fillon soit absolument discrédité de toutes ces accusations, mais le mal aura été fait. Donc ça peut très bien marcher dans un autre sens. Je trouve ces procédés. Il y a quelque chose, c'est pas possible d'avoir ce timing et qu'il n'y ait rien. Donc là, moi, je serais très favorable à ce qu'une enquête soit diligentée et qu'on attende que la justice se prononce. Alberto Toscano. Communiquer des secrets d'instruction, c'est un délit. Ça, c'est anormal. Ça a existé pendant ces années. Ça existait pendant les années où Fillon était le Premier ministre de la République française. Donc, ça, c'est la preuve du cabinet noir. Alors, le cabinet noir, il y avait un autre cabinet noir déjà. La réalité, nous la connaissons parfaitement, c'est que certains magistrats ont envie, pour des raisons qui leur appartiennent, de favoriser leurs enquêtes, communiquant d'une façon qui évidemment n'est pas officielle certaines informations à certains journalistes amis. Ça, on connaît on peut discuter tant qu'on veut ça, mais ça n'a rien à voir avec l'existence d'un cabinet noir. Ça, c'est une façon de faire qui a existé en Italie. Une mauvaise manœuvre, comme disent les auteurs de ce livre. Qui existe en Italie, qui a permis d'ailleurs de mener à bout les enquêtes, même propres, de la magistrature milanaise, qui a existé en France, qui existe encore en France, et je pense que peut-être malheureusement, qui existera toujours en France, toujours en Italie. Et ça vaut. Un magistrat se protège en faisant fuiter des choses quand il sent qu'il agit contre le pouvoir en place. Parce qu'il a besoin du pouvoir médiatique pour se protéger d'un pouvoir exécutif en place qui voudrait étouffer son affaire. Là, on est dans un cas différent, c'est-à-dire que l'affaire concerne quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, qui est dans l'opposition. Donc, c'est pas tout à fait le même jeu. Il n'était pas au pouvoir. Ce que je trouve le plus choquant, c'est à la fois les faits, mais surtout la réaction des responsables politiques par rapport à ces faits. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et on en parle depuis tout à l'heure, qu'il y a tout un tas de dysfonctionnements dans nos institutions aujourd'hui, qui ont été peu à peu pervertis à force de mettre des rustines un peu partout. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus, sauf qu'ils n'en tirent pas les conséquences. C'est-à-dire qu'ils s'en plaignent, ils les utilisent puis s'en plaignent, ou alors s'en plaignent puis les utilisent, donc un espèce de jeu, et tout ça fait que la démocratie ne fonctionne plus très bien. Et on a 2 candidats pour le moment qui nous proposent de remettre à place ces institutions, de repartir sur quelque chose de neuf, alors que les autres n'en tirent pas les conclusions. On voit que ces institutions ne fonctionnent plus. C'est criant, on en parle depuis tout à l'heure, c'est criant. Et malgré tout, on les utilise à nouveau pour s'en plaindre quand on est visé ou pour pouvoir en tirer profit quand on est au pouvoir. La campagne de la droite vers la gauche, s'il vous plaît. À présent, nous parlons du cas Benoît Hamon. Les ralliements se multiplient. Là aussi, c'est un autre feuilleton. Ralliement en faveur d'Emmanuel Macron. Ça risque de continuer encore un petit moment. Comme les autres, Benoît Hamon, on l'a entendu tout à l'heure, file la métaphore du meurtre politique. Et au passage, il kidnappe la caméra. Ne faites pas ce choix-là, votez pour, plutôt que de voter par défaut, de voter par élimination. Ce qu'on vous demande, le seul vote utile important, c'est le vote utile pour vous. Vous aurez le pouvoir le 23 avril, utilisez-le. C'est ce qu'on appelle un appel face caméra. Absolument. Et il y a même le décryptage qui va avec. Franck Tapiro, soudainement, on fixe la caméra, on sort du champ classique de l'interview. C'est très malin. Vous savez, ça c'est la posture de l'homme seul face aux Français. Vous savez qu'une élection présidentielle se joue toujours là-dessus. Il a l'air très seul en ce moment, Benoît Hamon. Il a l'air trop seul face aux Français. Et puis, c'est pas ça. C'est trop seul face à ses probables électeurs. Là, il s'adressait aux électeurs de gauche, en leur disant surtout, utilisez votre vote pour voter pour moi et n'allez pas, écoutez, sombrer sur l'appel du chant des sirènes macronistes. Mais ça, c'est une posture d'une faiblesse absolue. Pas le fait de regarder la caméra, mais de se plaindre des ralliements. Comment peut-on se plaindre des ralliements ? Ça ne se fait pas. En revanche, émettre des idées, émettre des solutions et une vision pour éviter ces ralliements et pour faire en sorte que les gens et les votants de gauche se disent « mais finalement, lui, il correspond exactement, il résonne complètement avec notre idéal. » Mais se plaindre, c'est vraiment le gars qui arrive derrière « oh ben non, c'était pas la règle. Oh ben non, c'est pas du jeu. » Mais la politique, c'est ça. Et là, il y a une immaturité incroyable de la part de Hamon qui découvre
qu'il y a de la trahison, alors que la trahison et la déception sont les deux mamelles de la politique. Si on n'est pas passé là-dedans, on ne peut pas savoir ce qu'est la politique. Et heureusement que la politique n'a que deux mamelles. Oui, heureusement. Avec des toutes petites mamelles encore, mais bon. Et vous êtes en train de me dire qu'on ne vote pas pour une victime, Franck Tapiro? On ne vote absolument pas pour une victime, c'est pas ça le problème. On vote pour quelqu'un, il dit vote pour. Mais le vote pour, c'est quelqu'un qui a une posture pour et qui ne dit pas au contraire, ah non, ne votez pas, ne suivez pas justement quelqu'un qui prône la trahison finalement, parce qu'en disant de se rallier à lui, c'est n'allez pas vers les traites que sont Macron, que sont Valls aussi qui appellerait à voter Macron. Mais c'est pas comme ça qu'on crée de l'adhésion. C'est perdre, ou plutôt gagner du temps à convaincre les électeurs de gauche avec des propres idées de gauche, fera beaucoup mieux que de se plaindre d'un ralliement possible à Macron. Moi, je trouve ça vraiment hallucinant qu'à ce niveau-là, on perde du temps au journal de 20h, quitte à regarder les Français dans les yeux, mais essayons de les convaincre et de les séduire, plutôt que de leur dire, ne faites pas ça. Mais c'est pas tout à fait le propos de son face caméra, parce que son face caméra, c'est contre le vote utile, en fait. C'est dire, votez avec conviction pour quelque chose, et ne votez pas contre un ancien système, ou contre des gens, et avec cette logique du vote utile qui est de dire, il faut, si je vote pas pour lui, il y aura Marine Le Pen au second tour ou Marine Le Pen. Mais le vote Macron peut-être un vote beaucoup plus pour que ceux qui n'imaginent, c'est ça qui est. Alors peut-être qu'ils seront sur le bilan, mais en tout cas son propos est quand même de dire voter par conviction, ce qui, moi pour le coup, par contre, enfin un politique nous dit arrêtez de voter sous contrainte, et je trouve ça très bien. Après peut-être qu'ils se trompent sur l'analyse, et bon, je pense que effectivement je suis assez d'accord, il y a quand même beaucoup plus de votes pour Macron qu'il ne l'imagine visiblement. Est-ce que c'est pas malin, excusez-moi, d'anticiper le ralliement de Manuel Valls, parce qu'il nous l'annonce. Il nous dit Manuel Valls il va rallier Emmanuel Macron. Il désamorce, on prend un temps d'avance et puis on maîtrise un tout petit peu, un peu plus l'agenda, et c'est compliqué en ce moment pour Benoît Hamon. Alberto Toscano. C'est un peu bizarre, effectivement, parce que c'est comme s'il avait envie presque. Et je trouve que dans le comportement de Hamon et de Fillon, il y a quand même quelque chose qui marque un état de désespoir. C'est complètement. C'est ça. Ils font. Oui, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker, ce comportement, c'est un coup de poker, l'histoire du cabinet noir, la façon dont ça a été dit, le complot, l'attaque à la magistrature. C'est deux coups de poker. Mais pour jouer des coups de poker comme ça, il faut être vraiment le dos au mur. Vous ne croyez pas qu'il est un peu fatigué, Hamon? On en avait parlé il y a 15 jours. Non, je trouve qu'il y a une espèce de résignation. Et puis de voir Mélenchon aussi lui passer dessus, parce qu'aujourd'hui, celui qui représente peut-être le plus la voix de la gauche, c'est peut-être Mélenchon. Et en faisant ça, c'est pas comme ça qu'il va rallier et créer du vote pour. Moi, je revenais un peu sur le face caméra. Ce qui est intéressant techniquement là-dessus aussi, c'est qu'il veut s'extirper du jeu de questions-réponses, qui finalement, il trouve qu'il n'est pas amené sur le bon débat ou sur ce qu'il voudrait dire. Et il se dit, bon, je préempte, je vais dire ce que je vais dire, c'est-à-dire voter, et il passe son message. J'ai l'impression aussi qu'il y a quand même un petit malaise avec voilà, je suis placé là, comme je suis comme ça dans les sondages, on me met là, on me fait des questions un peu complaisantes ou un peu en ricanant, etc. J'aime pas. Voilà, je maîtrise ma communication. Moi, je l'ai perçu comme ça. En tout cas, c'est plus intelligent que le dos caméra du Dupont-Aignan. Ah, mais quand on regarde les résultats de caméra, si c'est plus ou moins intelligent, parce que Dupont-Aignan, quand même, a pris des points avec ça. On verra si c'est durable. Il y a un point, en revanche, sur lequel tous les politiques, et ça peut paraître d'accord, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux semblent d'accord, c'est la grève générale en Guyane. Ils comprennent, visiblement, y compris les membres du gouvernement. Et il y a en Guyane aujourd'hui un très grave problème de sécurité. Donc les gens qui ont manifesté sont des gens qui demandent davantage de sécurité. Et je pense qu'ils ont raison. C'est inacceptable de traiter par le mépris. On n'entend même pas la ministre de l'Outre-mer. Ils ont raison. Oui, ils ont raison, les Guyanais, de ne pas vouloir recevoir la mission interministérielle. Comme un symbole exagéré, peut-être comme sous une loupe, de ce que nous vivons ici, sur le sol de la métropole. Et que peut-être nous ne regardons pas assez souvent bien droit dans les yeux pour nous rendre compte de ce qui se passe. Et qu'au fond, d'une manière ou d'une autre, peut-être que nous sommes tous des Guyanais. Ils sont comme nous tous, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'une immigration massive. Ils n'en peuvent plus que la Guyane soit devenue le département le plus criminogène de France. Ils n'en peuvent plus de la saturation des services publics et de ne plus avoir accès à des services de santé débordés. Si je n'excuse pas les blocages de ces collectifs citoyens, honnêtement, je les comprends.
Je les comprends. Visiblement, Marine Le Pen ne tolère pas les femmes voilées, mais elle adore les hommes masqués. Et parce que... Ils sont masqués, effectivement, c'est collectif. Je pourrais ajouter à ce qu'on vient d'entendre un lapsus d'Emmanuel Macron. En Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. C'est grave en raison des débordements. Et donc, le premier mot est celui d'un appel au calme. Parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroport, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île, ne peut être une réponse apportée à la situation. Alors non, la Guyane n'est pas une île. En revanche, la Guyane est en France, un département qui s'apprête à vivre une grève générale, tout de même. Hein. Il y a l'île du diable. Il y a l'île du diable. L'île du salut, d'ailleurs. Air France a annulé ses vols, tout de même. La symbolique, là encore, on parlait de symbolique, elle est forte. De quoi le lapsus d'Emmanuel Macron est-il le nom, Franck Tapiro ? Oh, c'est un lapsus, oui, une île, c'est pour peut-être le côté insulaire, plus symbolique, mais je crois que c'est complètement un bug qu'au total, il était peut-être en jet lag. Vous savez, c'est pas pour le défendre, lui, comme tous les autres candidats, mais avec le rythme qu'ils ont, c'est un petit lapsus, je pense qu'il ne doit pas avoir de conséquences sur le sens de son propos. Je pense que là, on a vu en fait comment tous les politiques réagissaient à l'aune de leur posture, et finalement, celle on lui a servi sur un plateau d'argent, c'est Marine Le Pen. C'est extraordinaire, je suis d'accord avec eux, le peuple n'en peut plus. Elle était complètement dans son ADN, complètement dans son discours fondamental. Les autres, c'était un petit peu plus flou. Donc encore une fois, dès qu'on voit des gens masqués contre la délinquance, qui bloquent un pays, ça montre que le peuple n'en peut plus. Donc là, les populistes... Alors on a vu Mélenchon, toujours avec cette verve inouïe. C'est dans son ADN aussi, Mélenchon. Complètement dans son ADN. Mais encore une fois, il était moins agressif. Oui, regardez, il se différencie, comme il en a marre d'être complètement pris. C'est normal, c'est un parallélisme absolu comme depuis quelques années, que ce soit au niveau de leur programme, de leur posture sur l'Europe. N'oublions pas que Mélenchon a dit à la fin du débat, il faut rendre la France aux Français. Même Marine Le Pen ne l'avait pas dit depuis Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas ? On va parler de... Bien, bravo pour cette imitation. On va en parler de Jean-Luc Mélenchon dans un instant. Mais revenons sur la Guyane, s'il vous plaît. En fait, il y a plusieurs choses. La Guyane, en gros, quand on a des lancements à faire, on s'en préoccupe. Quand on veut piller l'or, le canne à sucre pendant des siècles et faire plus de des lancements de fusées, oui, mais en dehors, effectivement, nos politiques n'ont pas grand-chose à faire. C'est vrai de tous les dom-toms. Exactement. Donc là, il y a du coup un mouvement et de l'émotion à prendre, parce qu'on revient dans le critère émotionnel. Si les gens vont à la rue masqués, c'est quand même quelque chose d'important. Donc s'il y a un capteur émotionnel à récupérer, on y va tête baissée. Le lapsus de Macron ne montre pas qu'il ne connaît pas la Guyane. On ne va quand même pas taxer d'être idiot, et ce serait évidemment une bêtise de faire ça. Effectivement, il y a un jet lag, il était dans les dom-toms, il était certainement crevé. Bon, il a sa langue à fourcher, mais oui, il n'y a pas un grand intérêt pour la Guyane ou pour d'autres sujets d'ailleurs, plus globalement. Et quand il y a la possibilité de faire une surenchère émotionnelle, on fonce dedans, on est d'accord. Et aujourd'hui, d'avoir tous les politiques qui se rallient derrière un mouvement de résistance, c'est quand même assez drôle. Alberto Toscano. Disons, vu d'ailleurs, je mets mon costume d'Italien payé par moi-même. C'est une île, l'Italie? Non, c'est pas une île. Il y a des îles. C'est une péninsule. Non, la chose qui étonne l'étranger, qu'il soit italien, allemand ou espagnol un peu moins, mais certainement italien ou allemand, est ce besoin de garder des souvenirs d'empire. Et nous, vu d'Italie ou vu d'Allemagne, la Guyane, avec tout le respect pour la Guyane, que d'ailleurs on aimerait voir indépendante, dont on respecte doublement la Nouvelle-Calédonie, qui a été présente dans la campagne électorale de 88, on ne l'a pas oublié. Les yeux dans les yeux, et tout ce débat, et tout ça. Et d'autres territoires français d'outre-mer, nous on les voit avec une certaine incompréhension. Et on se dit, mais pourquoi la France a besoin de garder tout ça et de payer, accessoirement, de payer pour tout ça? Point d'interrogation auquel l'étranger ne sait pas répondre, mais sans doute vous l'avez. Oui, on a des intérêts stratégiques. Et après, celle qui manque dans les couvertures médiatiques, c'est Mme Taubira, qui quand même a une certaine... Élue de Guyane, oui. Élue de Guyane, indépendantiste dans son passé, donc ça aurait été intéressant de l'entendre. Est-ce que c'est une faute politique de la part du gouvernement de ne pas aller sur place ?
Il y a une ministre des Outre-mer qui estime qu'elle ne doit pas, qui estime qu'elle n'a pas à se rendre sur place dans l'immédiat. On est quand même face à une crise colossale, encore une fois. On est en France, il y a une grève générale qui va commencer. Je pense qu'en pleine campagne, cette attitude, si ça s'était justement, ça ne voudrait pas désamorcer? Non, mais je pense que le gouvernement est complètement en dehors de toute réaction, là, aujourd'hui. En fait, ils se disent, si on agit, ça va être récupéré, tordu, les candidats vont en profiter, donc ils préfèrent le laisser faire. Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait de dire que c'était un désaveu total, c'est une démission étatique, c'est une démission du gouvernement, mais tout ça c'est fait pour ne pas gêner certaines candidatures ou pour ne pas donner du grain à moudre à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon ou à François Fillon. Donc n'oublions pas que malheureusement, et c'est fait sur le dos des Guyanais, mais encore une fois, c'est comment le gouvernement agit en fonction de la campagne pour ne pas gêner ou ne pas aider les autres. Alors vous parlez de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, ils étaient tous les deux en meeting hier, l'un à Rennes, l'autre à Lille, des images que j'ai trouvé, à titre personnel, toujours assez impressionnante. Il y a un élan populaire. Est-ce que ce sont les seuls à être capables de remplir des salles comme ils le font l'un et l'autre? On l'a vu hier à Rennes et à Lille. Ce sont les deux socles électoraux les plus solides aujourd'hui dans l'échiquier politique, avec le plus de certitude de vote pour ceux qui sont déclarés voter pour eux. Moi, pour avoir fait beaucoup de meetings de tous candidats confondus, parce que voilà, par intérêt, y compris du Front National, oui, il y a une progression assez forte, mais malgré tout, il ne faut pas oublier que ce sont des réunions publiques ont lieu depuis plus d'1 an en fait. Donc il y a une espèce de montée en puissance, mais aussi... Il pourrait y avoir de la lassitude, mais il n'y en a pas. Non, au contraire. Au contraire, mais parce que il y a d'un côté beaucoup de démagogie côté Marine Le Pen, donc, qui vocifère et qui convoque les instincts les plus bestiaux. Et il y a beaucoup de pédagogie par contre du côté de Mélenchon, qu'on lui reconnaître ça. C'est qu'il fait beaucoup de pédagogie, avec ce côté effectivement un peu au coin de la cheminée, de vieux sages, etc. Mais qui du coup... Sur ces scènes centrales toujours, où il est là, il s'adresse à droite, à gauche, devant, derrière. Enfin, il est dans un mouvement permanent dans ses meetings. Mais il a le vent dans le dos en ce moment, Jean-Luc Mélenchon. Il a largement le vent dans le dos, on l'a vu récemment. Mais pourquoi? Parce que, à défaut de Marine Le Pen qui tape toujours sur le même clou, et qui va avoir du mal finalement à élargir son socle, parce que je pense que même s'il est stable son socle, il va être très difficile pour elle de l'élargir. Lui surprend, pourquoi? Parce qu'il montre qu'on peut être populiste et pacifique, populiste et prendre du temps pour expliquer, donc populiste et pédagogue, donc quelque part il est beaucoup plus malin qu'elle, parce qu'il fait moins peur, il provoque moins de colère, donc en termes émotionnels il fait passer les choses de façon beaucoup plus soft, il parle au plus grand nombre. Les jeunes commencent maintenant, alors qu'ils étaient vraiment totalement Marine Le Pen pendant pas mal de temps, parce que regardez comme elle recrute chez les jeunes, même chez les non-votants, chez les 12-15 ans, 15-18, c'est inouï. Là maintenant, ils commencent à avoir un autre écho avec Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Là, on est dans l'opinion, mais ils ont deux méthodes complètement différentes, mais celle de Mélenchon est en train de prendre un peu plus, car il parle au plus grand nombre. Donc, des deux populismes, celui de Mélenchon d'ailleurs est moins populiste dans l'image, dans l'aspect, dans la communication. En fait. Alors qu'il est exactement et beaucoup plus populiste sur la forme. Est-ce qu'il n'est pas en train de l'affiner justement sa forme? Parce que moi je l'ai vu particulièrement agressif dans certaines interviews. Jean-Luc Mélenchon, vous dites il suscite pas beaucoup de colère. Quand même, il peut être très agressif. Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a affiné extrêmement agressif pendant quelques années, et là depuis quelques temps, vraiment, c'est une mutation. Alors comme c'est un immense comédien, il le dit lui-même, il est un produit marketing. On sait très bien qu'il ne pense pas totalement tout ce qu'il dit, mais il le dit tellement bien qu'on a l'impression qu'il est vraiment fondamentalement convaincu de ce qu'il raconte. En revanche, vous le repérerez dans le débat, même face à des adversaires politiques majeurs, même face à François Fillon, il n'a pas enfoncé. On le voit même juste avant, il est interviewé, il dit, vous savez, il faut laisser faire la justice. Qu'on s'attendait à ce qu'il instrumentalise finalement tout cela. Non, il ne tombe pas dans le piège. Ce qui est malin, parce qu'il se donne une image en communication, vous l'avez dit, d'un populisme absolu, mais avec une image de, finalement, regardez, il n'est pas dangereux, Mélenchon. Il est moins agressif d'avant, il est modéré, il est pacifié, il est ouvert, il dit que la guerre c'est pas bien, qu'il faut faire la paix. C'est vraiment Patrick Bruel à 7/7 avec Anne Sinclair. Donc c'est inouï à quel point aujourd'hui Mélenchon, dans sur le comédien et dans la commedia dell'arte. Est-ce que ça vous étonne que ça prenne? Parce que ça prend un petit peu, en tout cas par rapport à Benoît Hamon. Le silence. Il a une excellente technique de communication, c'est vrai, et il fait celui qui est au-dessus de la mêlée. Oui, mais enfin, à un moment... Il ne faut pas le résumer à ça. Oui, ni les électeurs ou ni les potentiels électeurs qui l'agrègent. Une fois que le discours idéologique à gauche est clairement présent dans la campagne électorale, il est évident que celui qui gagnera sur ce terrain sera celui qui le fera mieux et de façon plus cohérente. Benoît Hamon vient
appartient à un parti qui a été au gouvernement pendant les 5 dernières années. D'accord, lui, il a donné tous les couteaux dans le dos qu'il pouvait donner au gouvernement Valls. Mais quand même, il vient et il est membre de ce parti. Aujourd'hui, il est même le responsable véritable numéro 1. Donc, il endosse la responsabilité d'un héritage. Mélenchon a les mains libres. Et en plus, il est un bien meilleur personnage politique, tribun, tout ça, homme de spectacle. Donc, et il est évident que sur ce créneau de l'échiquier politique, c'est Mélenchon qui domine et qui aura tous les avantages. Donc c'est parfaitement logique ce qui se passe. Mais en plus, encore une fois, je ne veux pas paraître obsédé par la pédagogie, mais aujourd'hui, il y a quand même des gens qui travaillent sur ce type de projet et j'y suis très sensible parce que je travaille aussi dessus, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir accès à une information fiable. Qui ont envie de débunker l'information, c'est tout l'essor du fact-checking qui permet de débunker l'information. Vraiment de ressortir et de se faire un avis objectif par rapport à des faits et des informations fiables. Ce travail-là, Mélenchon l'a fait. Quand vous regardez ses livrets, c'est extrêmement bien fait, c'est assez pragmatique, c'est très factuel, et qu'un homme politique, pour une fois, fasse ce travail de pédagogie sur la chose publique et sur les faits politiques sur l'Europe, après on est d'accord ou pas, mais au moins, il donne son point de vue, mais avant il donne un fait neutre, entre guillemets. Et c'est ça, à mon avis, qui fonctionne et qui fait qu'il y a une montée en puissance, c'est que les gens sont heureux d'enfin d'avoir un politique qui leur parle clairement et qui leur donne accès à une décision. Et ça, c'est important et c'est vital de faire ce travail-là. Alors je pense que c'est totalement vital dans la communication aussi politique globale. Parce que les Français attendent ça. Maintenant, ça ne fait pas de vous un président. Et il a peut-être choisi cette posture. Il a peut-être choisi la posture en se disant, bon, moi je vais avoir cette posture-là pour que les gens reconnaissent en moi le pédagogue, le patriarche, celui qui a un peu plus de recul, ou plutôt de la hauteur. Ça ne le fera pas de lui peut-être le prochain président, mais peut-être, et c'est ce qu'il vise, le leader de la gauche au lendemain de l'élection. N'oublions pas que le vrai second tour, pour moi, c'est pas le second tour de la présidentielle, c'est les législatives derrière. Et il sait que Hamon risque d'être totalement... Il est déjà décrédibilisé. Mais s'il arrive au-dessus de Hamon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui reprend le lead de la gauche de demain. Et qui vous dit qu'aujourd'hui, et ça je peux vous dire que c'est pour moi exactement ce que je vois même à l'écran là, c'est je vois le futur leader de la gauche après les élections de 2017. Et ça l'intéresse vraiment, Jean-Luc Mélenchon? Je suis convaincu que oui, moi. Non, je pense qu'il va arrêter après. Mais oui, je pense pas. Cette campagne électorale est comme un risque, dans le sens que chacun a son objectif. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Il y en a deux qui sont en particulier Mélenchon et Le Pen, qui ont l'objectif de se positionner pour un avenir. Ils savent parfaitement qu'ils ne seront pas à l'Élysée. Mais ils veulent se positionner pour être en position de force dominante pour l'avenir sur un côté politique clair, qui serait la gauche radicale, qui veut déborder vers la gauche socialiste et devenir hégémonique. Et donc Mélenchon vise à ça, et son vrai rival dans cette perspective est Hamon. Donc là, il y a une bataille qu'il est en train de gagner largement. Et de l'autre côté, Marine Le Pen veut positionner durablement le Front National sur cette partie de l'électorat et même pouvoir déborder un peu vers la droite traditionnelle. Exactement. Jérôme Arnaud? Oui, non, je me faisais une réflexion sur le fait que Mélenchon a aussi besoin de faire de la pédagogie parce qu'il propose un système qui est quand même radicalement différent de la tradition politique française. Donc il a aussi pas mal à expliquer